Roland était un homme ordinaire vivant sa vie ordinaire et insignifiante. Mais un jour, il fut réincarné dans le corps d'un prince médiéval. Et ce n'est pas l'un des bons types de princes, car il est le prince d'une ville de Blackwater perdue au milieu de nulle part, et il est actuellement la cible d'un complot d'assassinat. Il doit donc trouver un moyen de survivre avant de rencontrer sa perte. Un jour, une sorcière du village sauva un homme de la décapitation en brûlant vif son agresseur, et au lieu de la remercier de lui avoir sauvé la vie, la première chose que ce type fit fut de la dénoncer aux gardes locaux. Après avoir été attrapée, elle fut attachée sur la place publique pour être brûlée vive, tandis que tous les seigneurs locaux regardaient pour se divertir. Il ne reste plus qu'à ce que le souverain se présente et rende son verdict pour la condamner à mort, mais il est connu pour être un fainéant, alors les seigneurs commencent à se demander s'il va jamais arriver. L'un des conseillers du prince, Barov, part à sa recherche. Alors qu'il traverse les couloirs, il aperçoit l'une des servantes, Thier, et lui demande si elle sait où se trouve le prince, mais elle lui répond que le prince dort encore dans sa chambre. Barov s'y attendait plus ou moins, alors il croit Thier et se prépare à entrer pour le réveiller. Mais Thier a l'air très nerveuse et elle commence à s'éloigner aussi vite qu'elle le peut. À la grande surprise de Barov, lorsqu'il entre dans sa chambre, il le trouve inconscient et sans réaction dans son fauteuil. Il s'approche du prince prudemment tout en essayant de le réveiller, et à son soulagement, le prince finit par reprendre conscience, mais il n'est plus le même. Roland se réveille dans le corps du prince, et il n'a aucune idée de qui il est ni de ce qu'il fait ici, mais il se rappelle lentement des souvenirs du cerveau du prince pour reconstituer la situation. Barov suppose que le prince doit être encore tout engourdi par le sommeil, alors il lui rappelle qu'il doit encore se présenter pour condamner une sorcière à mort. Bien que Roland ne sache toujours pas ce qui se passe, il décide de jouer le jeu pour l'instant et de jouer son rôle, mais à en juger par les souvenirs que le prince avait juste avant que Roland ne prenne le contrôle, il peut raisonnablement supposer qu'il a été empoisonné lors d'une tentative d'assassinat, il doit donc faire attention. Barov l'emmène sur la scène, où tous les villageois attendent avec impatience son verdict, mais lorsqu'il découvre qu'il s'agit d'un procès pour sorcellerie, il est logiquement confus, car il n'avait aucune idée que les sorcières existaient ici. Il ne peut se résoudre à condamner quelqu'un à mort sans comprendre toute la situation. Alors il invente une excuse et dit à Barov qu'il est fatigué et qu'il rendra son verdict plus tard. Barov est inquiet et essaie de convaincre Roland de terminer la condamnation maintenant, car tout le monde sait que si on n'exécute pas une sorcière immédiatement après l'avoir trouvée, il y a un risque qu'elle attire d'autres sorcières. Cependant, Roland le rejette et dit que ce n'est pas grave, car on peut toujours attraper les nouvelles sorcières qui se présentent. Et plus tard, Roland traverse la ville dans son carrosse personnel pour comprendre correctement à quoi ressemble ce monde, et à en juger par l'apparence, c'est clairement un royaume médiéval, et les habitants de ce village ne semblent pas particulièrement apprécier le prince. Après cette petite excursion, Roland retourne au château pour réfléchir à tout ce qu'il a appris, et la situation ne s'annonce pas bien pour lui. Le public considère Roland comme un prince peu fiable, et il est responsable de ce territoire insignifiant à une époque ignorante et dangereuse. Pour aggraver les choses, il est actuellement impliqué dans une lutte de pouvoir pour le trône, sa vie pourrait donc être menacée à tout moment. Cela dit, il n'y a pas grand-chose qu'il puisse faire à part accepter les choses telles qu'elles sont, alors il décide de vivre en tant que ce prince et de tirer le meilleur parti de la situation. Le lendemain matin, Roland appelle Barov pour le rencontrer dans sa chambre, et lorsque Barov arrive, Roland lui demande de s'asseoir pour qu'il puisse parler. Barov obéit, et il y a d'ailleurs quelque chose dont il voulait aussi parler à Roland, alors il lui demande pourquoi il a choisi de reporter l'exécution, car ce n'est pas une chose à retarder à la légère. Roland demande pourquoi c'est si urgent, et Barov explique qu'il y a eu récemment des observations de sorcières dans la forêt, et que l'un des gardes a réussi à trouver ceci là-bas. C'est un symbole de l'association de coopération des sorcières. Roland n'a aucune idée de ce qu'est censé être l'organisation des sorcières, alors il demande à Barov de l'expliquer, et on lui dit qu'il s'agit essentiellement d'un groupe de sorcières qui ont accepté de travailler ensemble. Avant la formation de l'association, les sorcières agissaient toujours seules, mais l'association cherche à unir toutes les sorcières vers l'objectif final de trouver un endroit appelé la montagne sacrée. Roland demande ce qu'est la montagne sacrée, alors Barov lui dit que, selon les rumeurs, c'est un endroit où l'on peut trouver la paix et le bonheur éternel, et les sorcières sont tellement dévouées à sa recherche qu'elles auraient commencé à attirer les gens pour qu'ils deviennent sorciers. En fait, des rumeurs courent qu'un groupe de filles disparues près du port aurait été kidnappé par les sorcières. Donc, fondamentalement, Barov craint que l'association des sorcières n'apprenne qu'ils n'ont pas encore exécuté la sorcière et ne viennent ici pour essayer de la sauver. Il mentionne également que les sorcières disposent de pouvoirs terrifiants. Il serait donc difficile, même pour les meilleurs chevaliers, de les arrêter si elles décidaient d'attaquer. En parlant de pouvoir, Roland demande quel pouvoir a réellement la sorcière détenue. Et Barov lui dit qu'elle aurait produit un feu de l'enfer et brûlé un homme dans les mines il y a quelques jours, et que les flammes étaient si chaudes que la peau de la victime avait fondu de son corps. Roland avait d'abord pensé que toute cette histoire de sorcière n'était que superstition, mais si les sorcières ont vraiment des pouvoirs, cela rend les choses bien plus intéressantes. Alors Roland dit à Barov de l'emmener là où la sorcière est détenue, car il aimerait lui parler avant de décider de son exécution. Roland se dirige ensuite vers la porte, et Barov essaie de le convaincre de ne pas le faire, car il pense que c'est beaucoup trop risqué, mais Roland a déjà pris sa décision, donc rien ne l'arrêtera. Roland est finalement emmené au donjon avec Barov et son chevalier en chef,
Carter, et Carter essaie de le dissuader car il pense aussi que c'est trop risqué. Mais Roland lui ferme la bouche en lui demandant comment on peut lui faire confiance pour gouverner ce territoire s'il a trop peur pour même regarder les menaces auxquelles il est confronté. Quelques instants plus tard, ils sont conduits à la cellule de la sorcière en question, et lorsque Roland voit enfin son visage, il réalise qu'elle ressemble à une fille parfaitement normale. Voyant que quelqu'un est venu la rencontrer, la sorcière se lève, et après que Roland se soit présenté comme le souverain de cette ville, il lui demande son nom. La sorcière répond et lui dit qu'elle s'appelle Anna. Roland demande ensuite à Anna de lui raconter tout ce qui s'est passé dans cette mine de son point de vue, car il veut comprendre toute l'histoire. Anna est surprise que le prince se soucie vraiment de sa version des faits, car elle était sûre qu'il la condamnerait à mort sans un mot, comme n'importe quelle autre sorcière. Elle lui explique que son père était l'un des mineurs qui travaillaient dans la mine quand elle s'est effondrée. Elle voulait désespérément s'assurer qu'il allait bien. Alors elle a couru dans les mines à sa recherche, et quand elle l'a finalement trouvé, elle a vu qu'il était enterré sous des décombres, et l'un de ses collègues essayait de profiter de la situation pour voler l'argent de son père. L'homme était sur le point de tuer son père pour être sûr de ne pas être accusé de vol plus tard, et voyant son père sur le point d'être tué, Anna n'a eu d'autre choix que de tuer l'agresseur en premier. Cette série d'événements semble parfaitement plausible, alors Roland la croit, mais si elle a tué l'agresseur et que tous les autres avaient déjà fui la mine, alors Roland se demande comment elle a été attrapée en premier lieu. Anna tremble un peu en se rappelant ce qui s'est passé, mais elle dit à Roland que c'est son propre père qui l'a dénoncé aux gardes. Roland est choqué d'apprendre que le propre père d'Anna l'a dénoncé et demande à Barov si c'est vrai, ce qu'il confirme. Il en a personnellement été surpris aussi, mais l'homme l'a probablement fait parce que la récompense pour avoir dénoncé des sorcières est de 25 pièces d'or, ce qui est beaucoup d'argent. Roland demande ensuite à Anna comment elle a tué l'agresseur, puisqu'il devait être beaucoup plus fort qu'elle. Anna répond qu'elle a utilisé sa magie, plus communément appelée le pouvoir du diable par les habitants de la ville. La simple mention de ses pouvoirs fait reculer Carter et Barov de peur, mais Roland lui demande avec désinvolture si elle peut lui faire une démonstration, car il est curieux. Carter et Barov disent tous deux à Roland d'arrêter de dire des bêtises, car la seule chose qui empêche Anna d'utiliser sa magie actuellement est la pierre divine de rétorsion, qui supprime le pouvoir des sorcières, et si Roland l'enlève pour voir sa magie, les résultats pourraient être catastrophiques. Même Anna lui dit que c'est une idée imprudente, car une telle curiosité pourrait entraîner sa mort. Mais Roland n'est pas particulièrement inquiet, car il sait que même si Anna était du genre à chercher la vengeance, sa cible serait son père, pas lui. Il s'approche alors d'Anna et attrape la pierre, mais avant qu'il ne puisse l'enlever, Carter attrape Roland, lui disant qu'il est sur le point de faire une terrible erreur, ce qui fait accidentellement arracher le collier de pierre du cou d'Anna. Une fois que le pouvoir de la pierre ne restreint plus sa magie, Anna peut à nouveau utiliser ses pouvoirs de feu, engloutissant toute la pièce dans les flammes. Carter et les autres traînent Roland hors de la cellule pour assurer sa sécurité, et il l'exhorte à quitter le donjon immédiatement avant qu'Anna ne le tue, mais Roland leur dit qu'ils exagèrent, car malgré l'énorme volume de flammes venant d'Anna, aucune de ces flammes n'a réellement quitté la cellule. Elle doit donc les contrôler consciemment pour que personne ne soit blessé, mais ne vous méprenez pas, ces flammes sont toujours incroyablement chaudes. Si chaudes, en fait, que les chaînes tenant les bras d'Anna fondent sur le champ, et ses vêtements sont réduits en cendres en un instant. Elle sort ensuite de la cellule et éteint les flammes dévastatrices avant de demander à Roland s'il était satisfait de sa démonstration. Si c'est le cas, elle lui demande s'il peut simplement la tuer maintenant, car elle est fatiguée d'être enfermée comme un animal. Mais au lieu de cela, Roland sourit et couvre Anna de sa cape, lui disant qu'il veut en fait lui demander de travailler pour lui. Roland a beaucoup de connaissances scientifiques de sa vie antérieure, il sait donc à quel point le pouvoir des sorcières est inexplicable, car les lois de la thermodynamique disent qu'il ne devrait pas être possible pour Anna de produire du feu à partir de rien. Pourtant, elle en est tout à fait capable. Quoi qu'il en soit, bien que les subtilités du fonctionnement de son pouvoir restent pour lui un mystère, pour ce qui est de Roland, Anna est incroyablement précieuse. Ainsi, il a fait de grands efforts pour s'assurer qu'elle ne soit plus traquée. Un peu plus tard, Barov entre pour dire à Roland qu'il a fini d'organiser la dissimulation et a fait croire aux habitants qu'une autre prisonnière censée être exécutée était en réalité Anna. Roland le remercie pour son travail assidu. Roland demande ensuite à Barov de rassembler des données pour lui concernant tout le commerce effectué par cette ville frontalière, les taxes et les dépenses également. Il demande également des informations sur les ateliers de la ville, et Barov est vraiment surpris, car il n'a jamais vu Roland s'intéresser autant aux affaires de la ville auparavant. Il demande à Roland s'il prend enfin le décret royal au sérieux, mais Roland ne veut pas vraiment répondre à cette question. Le décret royal dont parlait Barov est lié au conflit de succession dont Roland a entendu parler plus tôt. Son frère Gérald est responsable de la place forte militaire du Nord. Timothy est responsable du pôle économique de l'Est. Sa sœur Garcia gère le port commercial du Sud, et Ty gère le district central du centre de Silver City. Tous ses frères et sœurs ont été placés à la tête de régions prospères et importantes, mais quant à Roland, il a été pratiquement banni dans cette petite ville de l'extrême ouest. Roland demande à Barov s'il pense vraiment qu'il a une chance de gagner la bataille de succession avec les circonstances actuelles, et Barov aimerait dire oui, mais il n'est pas menteur, alors il dit franchement à Roland qu'il n'a aucune chance. Cette ville est fauchée comme les blés et il ne s'y passe rien, et en plus de tout cela, les autres nobles ne considèrent Roland que comme un vaurien, il lui sera donc pratiquement impossible de rassembler des partisans dans ces conditions.
Et c'est à peu près la réponse à laquelle Roland s'attendait. Il demande ensuite à Barov qui, selon lui, détient tout le pouvoir dans le royaume. La réponse habituelle serait la famille de Roland, les Wimbledon. Mais en réalité, Roland lui dit que tout le pouvoir est détenu par l'Église. Les seules personnes qui peuvent être couronnées comme nouveaux souverains du royaume sont celles qui ont obtenu l'approbation de l'Église, donc peu importe le nombre de réalisations que Roland ou ses frères et sœurs accumulent, cela n'aura finalement pas d'importance. C'est pourquoi Roland veut démanteler l'emprise de l'Église sur le royaume, et la meilleure façon d'y parvenir est de commencer par démanteler les mensonges de l'Église. Par exemple, le mensonge selon lequel toutes les sorcières sont mauvaises. Barov demande si c'est pour cela qu'il a choisi de sauver Anna, mais au lieu de répondre, Roland rappelle à Barov qu'il travaille ici comme conseiller financier adjoint depuis 20 ans. Mais si Roland finit par gagner le décret royal, alors Barov pourrait obtenir une promotion de titre comme celle de bras droit du roi, et Barov comprend ce que Roland essaie de suggérer. Barov quitta alors la chambre de Roland, et alors qu'il s'éloigne, Carter essaie d'attirer son attention pour voir si Barov a réussi à raisonner Roland pour qu'il abandonne ses plans concernant la sorcière, mais Barov ne semble pas intéressé à en parler pour l'instant. Pendant ce temps, dans la cour, Anna est plongée dans ses pensées, se demandant ce que Roland compte faire d'elle. Car plus tôt dans la journée, Barov est venu la voir, lui disant que Roland avait préparé un contrat de travail égal pour elle. Cela signifie essentiellement qu'elle devra accomplir diverses tâches pour Roland, et en échange, il lui paiera une pièce d'or par mois, ce qui est plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Elle avait du mal à le croire, alors elle a demandé à Barov s'il n'y avait pas d'erreur, mais Barov lui a assuré que le salaire avait été choisi par Roland lui-même, donc il n'y avait pas d'erreur. Anna n'a pas beaucoup d'autres options, elle ne peut donc pas vraiment refuser, mais maintenant elle ne peut s'empêcher de se demander ce que Roland compte lui faire faire. Juste à ce moment-là, Roland vient saluer Anna et lui demande si elle a bien dormi la nuit dernière. Anna lui dit qu'elle va bien, mais elle veut vraiment savoir pourquoi il l'a sauvée et pourquoi il la traite si bien, alors qu'elle est une criminelle qui a tué quelqu'un. Roland lui dit qu'elle n'a fait que sauver la vie de son père, qui allait être tué par un bandit, et que ce n'est rien d'autre que de la légitime défense, donc elle ne peut pas être punie pour cela. Malgré tout, Anna lui rappelle qu'elle est une sorcière, et que c'est un crime qu'on ne peut lui pardonner, mais Roland ne voit pas les choses ainsi. Il cueille une fleur à proximité et la donne à Anna avant de lui dire qu'elle est extrêmement toxique, et Anna la laisse tomber de peur, mais Roland lui dit qu'il plaisantait. Il ne laisserait jamais pousser des fleurs toxiques dans son jardin, mais malgré le fait que la fleur était inoffensive, Anna l'a quand même laissée tomber parce qu'elle était convaincue qu'elle était dangereuse. Roland pense que les pouvoirs des sorcières ne sont ni bons ni mauvais, donc que les gens les craignent ou les aiment est entièrement déterminé par leur perception d'elles. Actuellement, la perception générale des sorcières est très faible, et la plupart des gens croient sincèrement que le monde serait meilleur si toutes les sorcières étaient mortes, y compris Anna elle-même, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Bien sûr, si Anna veut vraiment mourir, il ne va pas l'en empêcher, mais il lui dit que mourir ne résoudra aucun de ses problèmes actuels, et cela ne changera pas non plus l'opinion de son père sur les sorcières, donc elle ne pourra jamais retourner à sa vie normale. Mais si elle choisit de l'aider, alors ensemble, ils peuvent créer un monde où les sorcières comme elles n'ont pas besoin de vivre dans la peur. Elle n'aura pas à cacher ses pouvoirs ni avoir honte de son identité, et elle pourrait même utiliser ses pouvoirs pour empêcher les gens de souffrir. Anna veut désespérément retrouver sa vie normale. Alors si Roland dit qu'il peut faire en sorte que les sorcières soient acceptées par le grand public, elle est prête à participer à tout ce qu'il a prévu. Roland est ravi d'entendre cela, alors il lui dit que la première affaire à régler est qu'elle apprenne à contrôler correctement ses pouvoirs, pour qu'elle puisse ajuster la chaleur, la taille et la direction de ses flammes à tout moment. Et il la prévient également de ne pas brûler ses vêtements comme la dernière fois, ni quoi que ce soit d'autre. Pendant qu'Anna se concentre sur son entraînement, Roland se met à étudier pour la phase suivante de son plan. Au même moment, la servante qui avait tenté d'assassiner Roland auparavant est en train d'envoyer un rapport à son supérieur par pigeon voyageur, et on ne sait pas ce qu'elle a en tête. Le lendemain matin, Roland appelle Barov dans son bureau et explique qu'il a récemment examiné tous les documents commerciaux de la ville, et il a découvert que l'exploitation minière est la seule activité rentable de cette ville, comprenant une quantité considérable de matériaux de construction, de minerais métalliques et de pierres précieuses. Cependant, malgré la grande quantité d'argent que les mines doivent produire, les bénéfices de l'année dernière ont été déclarés comme étant presque nuls. De plus, d'après ces rapports, la ville n'a pratiquement aucune production agricole. Pourtant, les gens ne semblent pas mourir de faim, donc il se passe certainement quelque chose avec l'approvisionnement alimentaire. Barov est surpris que Roland ait vraiment réussi à parcourir tous les documents en une nuit, et il explique que jusqu'à présent, presque tous les minerais produits dans cette ville ont été échangés avec la place forte de Longston en échange de nourriture. Roland trouve étrange que les minerais aient été échangés au lieu d'être vendus, mais Barov explique qu'aux yeux du seigneur de Longston, la ville frontalière est déjà sa propriété. Donc tout ce qu'il fait est de donner aux travailleurs suffisamment de rations pour les empêcher de mourir de faim. Avant que Roland ne devienne le seigneur de cette ville, le précédent dirigeant de la ville, le baron Boris, obéissait toujours aux ordres de Longston et remettait les minerais sans se plaindre. Roland se souvient avoir vu Boris il y a peu de temps, et il a eu l'impression que Boris est un original, mais cela n'a pas de sens que Boris ait accepté de remettre tous les minerais alors qu'il était le propriétaire de ce territoire. Cependant, c'est là que Barov souligne que Boris et beaucoup d'autres nobles possèdent en fait des propriétés à Longston. Donc leurs intérêts personnels bénéficient du transfert des richesses de la ville vers là-bas.
Roland comprend maintenant la situation, il sait qu'ils ne peuvent pas continuer ainsi. Alors il dit à Barov qu'à compter de maintenant, ils ne donneront plus aucun minerai à Longston. Barov demande ce qu'ils vont faire pour leur approvisionnement alimentaire s'ils rompent les liens avec Longston. Alors Roland lui dit qu'ils vont simplement emmener leurs minerais à Willowtown à la place et les y vendre, pour gagner assez d'argent afin d'acheter de la nourriture convenable pour Bordertown. Barov ne pense pas que cela fonctionnera, car Willow n'a jamais acheté d'aussi grande quantité de minerais auparavant, il pourrait donc refuser l'affaire. Mais Roland dit qu'ils peuvent simplement vendre tous les minerais à moitié prix, et avec une si bonne affaire, il n'y a aucun moyen que Willowtown refuse. Bien qu'ils perdent la moitié de leurs bénéfices, la vente immédiate est bien meilleure que l'accord en cours avec Longston, et à l'avenir, ils pourront étendre leur commerce à d'autres régions pour améliorer leur revenu annuel. Barov convient qu'un tel plan améliorerait certainement les finances de Bordertown, mais il ne pense pas que ce soit une bonne idée de s'aliéner Longston, car s'ils cessent de leur donner les minerais, alors ils n'accueilleront pas les villageois pendant l'hiver. Roland n'a aucune idée de ce dont Barov parle. Alors Barov explique que chaque hiver, les bêtes de la forêt sont corrompues par un pouvoir démoniaque et deviennent folles, attaquant tout sur leur passage. Bordertown n'a pas de mur, ils ne sont donc pas capables de se défendre contre les bêtes. Ainsi, ils sont obligés de migrer chaque année vers la place forte de Longston, et ils ne peuvent revenir qu'une fois que les bêtes se sont retirées au printemps. Roland convoque une réunion avec quelques chasseurs qui ont déjà rencontré les bêtes démoniaques, et on lui dit que, pour la plupart, les bêtes démoniaques ne sont que des animaux dont les instincts primaires ont été renforcés. Cela dit, il y a de véritables démons qui apparaissent de temps en temps, avec la force d'un lion, les ailes d'un aigle et une incroyable résistance. Des monstres comme celui-là sont presque impossibles à tuer, mais heureusement, il n'y en a pas beaucoup, et leurs ailes ne leur permettent que de planer sur de courtes distances, donc la plupart des murs restent efficaces pour les tenir à l'écart. Les animaux ordinaires sont beaucoup plus faciles à gérer en comparaison, et l'un des hommes, Ironax, en a apparemment tué 2 personnellement. Roland lui demande de lui en parler, alors l'homme explique qu'il a rencontré un type sanglier et un type loup. Le type sanglier a une peau incroyablement dure, et le type loup est incroyablement rapide, donc il a fallu un piège pour le capturer. Il explique également que lorsque le premier groupe de bêtes démoniaques apparaît, ils allument généralement un signal pour avertir les gens de la menace imminente, afin qu'ils puissent évacuer. Roland est reconnaissant pour tout leur travail acharné, alors il leur donne 10 pièces d'argent comme récompense et les renvoie. Ensuite, Roland demande à Carter de l'accompagner à l'emplacement. Il y a du signal, et une fois sur place, Roland commence à cartographier exactement le temps qu'ils auraient une fois le premier monstre aperçu, pour déterminer le temps de réaction. Carter voit cela et demande si Roland a vraiment l'intention de faire rester les habitants à Bordertown pendant l'hiver, et Roland confirme, disant qu'il prévoit de construire un grand mur autour de Bordertown pour cette raison précise. La première étape du plan de Roland est de construire le mur, et dans des circonstances normales, le faire en 3 mois serait impossible avec la technologie actuelle de ce monde, c'est pourquoi Roland décide d'inventer quelque chose qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Il ordonne aux ouvriers d'aller chercher du calcaire et d'autres matériaux dans les mines et de les apporter dans une pièce séparée. Ensuite, il envoie Anna utiliser son feu sur le calcaire pour le transformer en clinqué. Et après cela, Roland remercie Anna puis demande aux gardes de mélanger le clinqué avec du gypse dans un rapport de 10h1, et ce qui reste est du ciment véritable de qualité A. Les autres ne savent pas ce que le ciment a d'impressionnant, car il ressemble à un tas de sable ordinaire à leurs yeux, mais Roland explique qu'avec cela, ils peuvent facilement transformer un tas de pierres en le mur le plus solide que ce pays n'ait jamais vu, et pour le prouver, il fait verser le ciment par son chevalier sur ce tas de pierres là-bas. Au matin, le ciment a complètement pris. Alors Roland demande à Carter s'il veut tester la solidité du tas, et Carter accepte. Il prend une pelle et lui donne un bon coup, mais effectivement, le tas est désormais incroyablement solide. Carter est émerveillé, car avec une substance comme celle-ci, il pourrait vraiment être possible de construire un mur autour de la ville en seulement 3 mois, et il pourrait même renforcer le château, le rendant plus sûr que jamais, mais Roland dit qu'ils ne l'utiliseront pas seulement pour le château. Il prévoit d'utiliser le ciment pour construire de meilleures maisons pour tout le monde, afin qu'en temps voulu, tous ses habitants puissent vivre dans des maisons solides et n'aient plus à s'inquiéter que les tempêtes ou les blizzards détruisent leurs maisons, mais cela devra être un objectif pour l'avenir, car la question la plus urgente est de construire ce mur, et dans cette optique, Roland demande à Anna d'aider à chauffer un lot de ciment chaque jour à partir de maintenant. Elle accepte, tandis que Carter est chargé de la construction du mur. Pour l'instant, les choses semblent se dérouler exactement comme Roland l'avait prévu. Mais quelques jours plus tard, il est cruellement déçu lorsqu'il va vérifier l'avancement du mur, car ce n'est pas ce à quoi il s'attendait. L'avancement est si lent que qualifier cela de lenteur d'escargot serait une insulte pour les escargots. Et en plus, le mur est tellement de travers qu'il ne résistera jamais à une armée de monstres. Carter s'excuse de ne pas avoir répondu aux attentes de Roland, et Barov explique que Carter n'a pas vraiment d'expérience dans la construction de murs, et même avec le ciment fabriqué par Roland, à moins d'avoir un maître maçon pour superviser l'opération, il sera très difficile de construire le mur correctement. Si c'est le cas, Roland demande à Barov de trouver un maître maçon dès que possible, quel qu'en soit le coût, mais le prix n'est pas vraiment le problème principal, car Barov dit qu'il ne connaît personne à Villefrontière ayant ce talent. Cependant, Roland lui dit qu'il devrait simplement en trouver un dans une ville voisine si besoin, car il doit faire fonctionner les travaux du mur le plus rapidement possible. Pendant ce temps, en ville, un homme nommé Karl Van Bett traverse la ville,
et lorsqu'il regarde les potences, il se souvient de la récente arrestation d'Anna pour sorcellerie et de son exécution présumée. Il passait son temps à enseigner à Anna et à d'autres enfants, et après son exécution, il s'est senti terriblement coupable de toute cette histoire parce qu'il n'avait pas réussi à la protéger, et peu après, un autre de ses élèves est venu le voir pour obtenir de l'aide, car elle avait découvert qu'elle était aussi une sorcière. Juste à ce moment-là, Beth est appelée par un groupe de personnes en ville parce qu'ils viennent de voir un décret royal de Roland affiché en ville, mais aucun d'eux ne sait lire, ils ne savent donc pas ce qu'il dit. Beth va vers eux et regarde le décret, expliquant qu'il indique que Roland a besoin de plusieurs ouvriers et maçons pour un projet sur lequel il travaille, que tous les postes seront bien rémunérés, mais surtout, le décret insiste sur le besoin de Roland de trouver un maître maçon pour superviser toutes les opérations. Voyant cela, Beth réalise ce qu'il doit faire, alors il court directement au bureau administratif pour postuler au poste de maître maçon. Lorsque Roland apprend que quelqu'un a réellement postulé, il est surpris, car il pensait que cela prendrait beaucoup plus de temps, et pour autant que Barov sache, Beth n'était qu'un simple enseignant en ville, mais Roland demande quand même à Barov de faire venir l'homme pour qu'il puisse lui parler. Lorsque Beth entre, Roland lui demande s'il est vraiment enseignant, et Beth explique qu'il enseignait simplement quelque chose aux enfants pendant son temps libre. Roland lui demande alors pourquoi il pense être qualifié pour ce poste, et Beth explique qu'il a participé à plusieurs projets de construction et rénovation d'installations publiques au fil des ans. Roland et Barov sont surpris d'entendre cela, car les seules personnes impliquées dans ce genre de projet ces dernières années étaient les membres de la guilde des maçons. Alors Roland demande à Beth s'il vient aussi de la guilde des maçons, et Karl confirme. Les membres de la guilde des maçons étaient tous des artisans hautement qualifiés, mais comme Roland s'en souvient, ils ont tous été exécutés il y a quelque temps après l'effondrement d'un projet de construction, alors il demande comment Beth a survécu. Beth connaît l'histoire qui s'est répandue, mais il dit à Roland que ce n'est pas ce qui s'est réellement passé. Leur superviseur de l'époque essayait de se faire un peu d'argent supplémentaire en remplaçant les pierres demandées pour le projet par des pierres de qualité inférieure et moins chères. Beth et les autres maçons ont essayé de le convaincre que c'était une mauvaise idée, mais le superviseur a refusé de les écouter, et lorsque le projet a inévitablement échoué, le superviseur a rejeté toute la faute sur eux pour se sauver lui-même, et en conséquence, ils ont été condamnés à mort. La seule raison pour laquelle Beth a survécu, c'est qu'il a eu vent de ce qui allait arriver et a fui avant de pouvoir être exécuté. Techniquement, cela fait de Beth un fugitif, mais il dit qu'il a une raison de se révéler ainsi, et qu'il veut expier une sorte de péché. Roland ne compte pas chercher les détails, car tant que Beth peut faire le travail, c'est tout ce qui compte pour lui. Ainsi, il nomme Beth maître du projet et dit qu'il a de grandes attentes envers lui. Après cela, Roland, Barov et le maître Karl examinent la carte de la ville pour décider des détails du mur. Roland dit qu'il veut qu'il mesure environ 600 mètres de long pour couvrir toute la ville et 15 mètres de haut, tout en étant assez épais pour que 4 hommes puissent marcher dessus facilement. Le maître Karl explique que si Roland veut vraiment que le mur fasse 15 mètres de haut, alors la base du mur doit être 2 fois plus large que le sommet, avec une tranchée de 1 mètre pour les fondations, et il donne une estimation approximative que s'il obtient 150 hommes, il pourra terminer le projet en 3 ans, mais Roland est déçu d'entendre cela, car ils n'ont que 3 mois avant l'attaque des démons. Le maître Karl est surpris d'apprendre que Roland veut construire le mur pour repousser les bêtes démoniaques, mais si c'est vraiment le cas, alors Karl lui dit que ce n'est pas complètement impossible. Si l'objectif est simplement d'arrêter les bêtes démoniaques, ils n'ont pas besoin de construire le mur aussi haut. S'ils réduisent la hauteur à 12 mètres, l'épaisseur de la base peut être réduite d'un tiers, et avec une légère augmentation de la main-d'œuvre, il devrait être possible pour lui de terminer les fondations en seulement 1 mois et demi, après quoi le mur pourra être construit avant l'attaque des bêtes. Cependant, même avec le temps gagné, construire le mur entier nécessiterait une tonne de pierres taillées, et ils n'ont aucun moyen de traiter toutes les pierres dont ils auraient besoin assez rapidement pour terminer le projet. Roland lui dit qu'ils n'auront en fait besoin de tailler ou de traiter aucune pierre pour ce projet, et pour lui montrer ce qu'il veut dire, il emmène Karl au tas de pierres qu'il a liées avec du ciment. Karl est émerveillé par ce qu'il voit, car il n'a jamais vu une liaison aussi parfaite auparavant, et avec cela, il est certain que n'importe quelle taille ou forme de pierre peut être utilisée pour construire le mur, donc le projet peut être achevé en 3 mois après tout. Roland est ravi d'entendre cela, alors il dit à Karl qu'il lui laisse le reste, mais Karl a en fait une autre question qu'il souhaite discuter avec Roland. Cependant, avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, il s'arrête net, car il vient de se retrouver face à face avec Anna, qu'il croyait morte. Anna est surprise de voir Karl ici aussi, et elle explique à Roland que Karl lui enseignait ainsi qu'à d'autres enfants du village, et qu'il les a toujours très bien traités. Karl est incroyablement heureux de voir qu'Anna est vivante et en bonne santé, alors il remercie Roland d'avoir épargné sa vie, même si elle est une sorcière. Roland dit à Karl qu'il ne considère pas les sorcières comme intrinsèquement mauvaises comme les autres, et qu'Anna n'a commis aucun crime, donc il ne lui ferait jamais de mal sans raison. En l'entendant dire cela, Karl rassemble son courage pour enfin parler à Roland d'une situation qui le préoccupe récemment. Plus tôt, il a dit qu'il avait une raison secrète de vouloir postuler à ce poste, et à l'époque, il ne savait pas comment Roland réagirait, donc il ne l'a pas révélé, mais étant donné la position de Roland sur les sorcières, il pense qu'il peut lui dire sans danger. Il informe Roland qu'il y a en fait une autre sorcière dans ce village, et c'est une de ses élèves nommée Nana. Anna n'arrive presque pas à croire que Nana soit aussi devenue une sorcière, et si c'était n'importe quel autre noble informé de cela, ils auraient sans aucun doute immédiatement lancé une chasse aux sorcières,
Mais Roland est différent, alors il dit à Karl qu'il serait heureux d'accueillir Nana et de la protéger. Cependant, cela ne va pas être facile, car le nom complet de Nana est Nana Pin, et la famille Pin est une famille de petits nobles. Il ne sera donc pas facile de les convaincre de laisser Roland prendre leur fille, et Roland ne peut pas non plus expliquer toute la situation à ses parents, car s'ils découvraient qu'elle est une sorcière, on ne sait pas ce qui arriverait. Ils conviennent tous que c'est un problème plutôt grave. Alors Roland élabore un plan et demande à Karl d'amener Nana au château demain sous couvert d'une de ses leçons habituelles avec elle, pour éviter d'éveiller les soupçons, et une fois arrivé, Roland veut que Baroff amène Nana à la cuisine, où il l'attendra pour la rencontrer. Ils acceptent tous le plan de Roland, et le lendemain, Roland attend dans la cuisine l'arrivée de Nana comme prévu, et quelques minutes plus tard, Karl arrive avec elle comme convenu. Nana a l'air très nerveuse, alors Roland essaie de détendre l'atmosphère en se présentant à elle, et Karl encourage Nana à se présenter à Roland aussi, mais elle est encore trop nerveuse pour regarder Roland dans les yeux. Roland lui demande de s'asseoir, mais Nana ne veut toujours pas bouger, alors il essaie de l'attirer avec un morceau gâteau, qu'il a préparé à l'avance. Le gâteau est très tentant pour Nana, mais elle a encore trop peur pour s'approcher de Roland. Cependant, un instant plus tard, Anna descend les escaliers, et Nana est ravie de la voir vivante, car Anna lui avait beaucoup manqué. Maintenant qu'elle réalise que Roland a sauvé la vie d'Anna, Nana s'ouvre assez à lui et n'est plus nerveuse, alors Roland lui demande s'il est vrai qu'elle a récemment éveillé ses pouvoirs de sorcière. Nana confirme, alors Roland lui demande quand c'est arrivé et si elle peut fournir des détails sur la façon dont elle a découvert ses pouvoirs. Nana explique qu'il y a environ une semaine, elle a trouvé un petit oiseau dehors et sa patte était blessée, alors elle voulait vraiment l'aider. Avant même de s'en rendre compte, une substance semblable à de l'eau a jailli de ses mains, enveloppant complètement l'oiseau, et quand ce fut fini, la patte de l'oiseau était complètement guérie. Roland est émerveillé en entendant cela, car cela ressemble à une capacité de guérison. Alors il demande immédiatement à Carter d'aller au marché des chasseurs acheter plusieurs animaux blessés et morts, car il aimerait rester jusqu'où la guérison de Nana peut aller. Un peu plus tard, Carter revient avec les animaux demandés par Roland, et Roland demande à Nana d'essayer d'utiliser ses pouvoirs sur les animaux blessés. Au début, Nana hésite un peu, mais elle finit par le faire, et grâce au test, Roland apprend quelque chose sur les capacités de Nana. Elle est capable de guérir complètement les blessures, et même les membres sectionnés peuvent être rattachés s'ils sont bien conservés. Cependant, son pouvoir ne lui permet pas de faire repousser les membres, et il ne peut pas ramener les morts à la vie. Carter commence à comprendre pourquoi Roland s'intéresse tant aux sorcières, car la capacité de guérir les blessures ainsi a le potentiel d'aider tant de personnes. Roland demande à Carter de ramener Nana chez elle une fois qu'elle aura fini de rattraper le temps perdu avec Anna, et au début, Carter trouve cela étrange, car il pensait que Roland voudrait garder Nana ici. Cependant, le fait qu'elle soit la fille de la famille noble Pin signifie que s'il la retenait ici de force, même s'il ne pourrait peut-être rien y faire, cela engendrerait du ressentiment envers lui, donc il vaut mieux que Nana vienne ici aussi souvent que possible pour qu'elle puisse s'entraîner à utiliser ses pouvoirs en secret. Tard dans la nuit, on informe la chef d'une organisation de pirates que son équipage a fait une bonne prise ce soir, et elle est ravie de l'apprendre, alors elle dit aux messagers qu'ils peuvent garder tout ce qu'ils ont trouvé. Le messager est sûr que l'équipage appréciera le geste, mais il y a en fait autre chose qu'il voulait signaler. Il informe que l'assassine qu'elle a envoyée après Roland vient de rapporter que la tentative d'assassinat a échoué. Elle a empoisonné Roland comme ordonné, mais au lieu de mourir, il est juste resté inconscient quelques minutes puis s'est réveillé d'une manière ou d'une autre. Mais la reine pirate déclare qu'elle ne veut pas entendre les excuses de la fille. Elle dit qu'elle va lui donner une dernière chance d'accomplir la mission, et pour être sûre que le message soit clair, elle ordonne à son subordonné d'envoyer un objet appartenant à la sœur de l'assassine pour lui faire savoir ce qui arrivera si elle échoue la prochaine fois. Pendant ce temps, de retour à la ville frontière, l'avancement du mur s'est déroulé sans problème, et selon les calculs de Karl, il devrait être dans les temps pour l'attaque des bêtes. Ils ont également pu faire un bon stock de nourriture depuis Willowtown, donc ils n'auront pas à s'inquiéter de mourir de faim pendant l'hiver. Cependant, Baroff mentionne qu'ils ont fonctionné avec un déficit pour couvrir tous les achats, donc si rien ne change, ils risquent d'être à court d'argent d'ici le printemps prochain. Roland n'est pas trop inquiet à ce sujet, car il est simplement content d'avoir assez pour survivre à l'hiver, et d'ailleurs, ils ont toujours le commerce du minerai sous la main, donc dès qu'ils en auront l'occasion, ils pourront vendre le minerai qu'ils auraient normalement livré à Lonson, ce qui devrait suffire à couvrir le déficit. Baroff comprend cela, mais il est tout de même un peu inquiet car le duc Ryan ne va certainement pas laisser passer s'il coupe soudainement l'approvisionnement en minerai de Lonson. Juste à ce moment-là, on informe Roland qu'un ambassadeur de Lonson vient d'arriver en ville, alors Roland demande qu'un festin soit préparé car il doit recevoir son invité. Peu après, Roland rencontre Monsieur Hull, l'ambassadeur de Lonson, et pour faire court, il est ici pour informer Roland que la date limite pour la livraison habituelle de minerai à Lonson est dépassée, et qu'il devrait envoyer le minerai immédiatement s'il souhaite recevoir la livraison de nourriture. Cependant, Roland déclare qu'il y a eu récemment un incident malheureux, donc il ne pourra pas poursuivre le marché comme prévu. Hull demande pourquoi, alors Roland explique que la mine s'est récemment effondrée, ce qui a forcé l'arrêt de l'extraction, et qu'ils n'ont donc produit que 2 mois de minerai au lieu des 3 mois que Lonson souhaite. Hull avait entendu parler de l'effondrement de la mine, et il comprenait pourquoi il n'avait pas pu extraire les 3 mois promis. Mais il demanda pourquoi Roland n'avait pas simplement livré les 2 mois de minerai qu'ils avaient. Cependant,
Roland lui dit que cela n'aurait aucun sens car Lonson ne leur donnerait que 2 mois de nourriture, ce qui ne suffirait pas à empêcher ces gens de mourir de faim, et c'est précisément pourquoi Roland a vendu le minerai à Willowtown à la place. Hull est surpris de l'entendre dire cela, car, selon ses calculs, Willowtown n'a jamais fait un tel achat en gros de minerai auparavant. La seule façon pour eux d'accepter un tel marché, c'est si Roland le leur a vendu à moitié prix du marché, ce qui est exactement ce qui s'est passé. Roland dit que c'était simplement une meilleure affaire pour eux, et il comprend cela, mais il demande à Roland s'il serait prêt à reconsidérer s'il offrait de payer 70% de la valeur marchande du minerai en royal d'or. Hull est un marchand sans réel préjugé contre la ville frontière, donc il n'a aucun scrupule à offrir un accord équitable à Roland, et son offre est certainement tentante. Mais Roland est presque sûr que les nobles de Lonson ne seront pas du même avis que lui. Cependant, il dit à Hull que s'il peut obtenir l'accord des nobles à ces conditions, alors il sera plus qu'heureux de signer un nouveau marché. Hull dit qu'il fera de son mieux, mais il se sent obligé d'avertir Roland qu'avec les mois d'hiver qui arrivent, il ne pense pas que les nobles seront ouverts à accueillir ces gens cette année après cela. Mais Roland dit qu'il en est parfaitement conscient, c'est pourquoi il prévoit de construire un mur et de défendre cette ville au lieu d'évacuer. Hull est choqué par cette révélation et demande à Roland s'il en est sûr, car si son plan échoue, cela pourrait être une catastrophe pour tout le monde à la ville frontière. Mais Roland est absolument certain de pouvoir réussir, et puisqu'il a déjà décidé, Hull n'a plus rien à dire, alors il prend acte de tout ce que Roland lui a dit et retourne à Lonson pour faire son rapport aux nobles. Plus tard, Hull est convoqué à une réunion avec les nobles à Lonson, et c'est là qu'il les informe que Roland a déjà vendu à Willowtown le minerai qu'ils avaient demandé, et les nobles ne sont clairement pas contents de cela. Il mentionne également que Roland a déjà acheté assez de nourriture à Willowtown pour durer tout l'hiver, et qu'il ne prévoit pas d'amener ces gens à Lonson pour les protéger pendant les mois d'hiver des démons, car, à la place, il a l'intention de construire un mur autour de la ville pour combattre les démons. Cela fait rire tous les nobles, car ils pensent que Roland a perdu la tête s'il croit qu'il peut construire un vrai mur en si peu de temps. Néanmoins, le duc Ryan est déçu que le rapport de Hull soit la première fois qu'il entend cela, alors il exige de savoir pourquoi Boris ne l'en a pas informé plus tôt, alors qu'il passe la plupart de son temps à la ville frontière. Boris admet qu'il a effectivement remarqué que Roland recrutait des maçons et des maîtres artisans, mais il avait simplement supposé que Roland embauchait des ouvriers pour rénover son château ou quelque chose du genre. Il n'aurait jamais imaginé que Roland tenterait un projet aussi ambitieux. Ryan n'est toujours pas satisfait de l'incompétence de Boris en matière de rapport, mais il décide de mettre cette discussion de côté pour l'instant et demande plutôt à Hull son avis sur la question. Hull mentionne qu'après avoir entendu parler de la construction du mur, il est allé le voir avant de quitter la ville frontière, et il peut confirmer qu'un mur est effectivement en construction. Cependant, d'après ce qu'il a pu voir, il n'avait pas l'air très grand, donc il a du mal à croire qu'il puisse résister à une vague complète de bêtes démoniaques. Cependant, il croit que le but de Roland en faisant tout cela est en réalité le commerce. Il essaie peut-être d'obtenir que Lonson accepte de payer le minerai en royal d'or en construisant un mur pour gagner une certaine indépendance vis-à-vis d'eux, mais il ne pense pas nécessairement que ce soit une mauvaise chose. Roland a dit qu'il était prêt à accepter un marché où ils achètent le minerai à 30% en dessous de la valeur marchande, et il pense que c'est un accord avantageux pour eux, quelle que soit l'issue des défenses de la ville frontière. Parce que si le mur échoue, alors les choses reviendront simplement à ce qu'elles étaient avant, et si le mur réussit d'une manière ou d'une autre à repousser les bêtes démoniaques, alors cela profitera aussi à Lonson, car cela signifie que le fardeau de combattre les bêtes sera partagé, et ils n'auront pas besoin de mettre autant d'efforts ou de ressources pour combattre les bêtes de ce côté. Et de plus, le fait que la ville frontière puisse se défendre rendrait toutes les terres entre Lonson et la ville frontière disponibles pour la culture. Par-dessus tout, Roland n'est ici qu'à cause du décret royal, donc dans 5 ans, il partira retourner à la capitale, moment auquel une ville frontière beaucoup plus prospère retournerait alors sous le contrôle de Ryan. Les autres nobles se mettent tous à moquer Hull pour être si naïf, mais Ryan les fait taire car le plan de Hull est en fait très solide. Il dit essentiellement que si Ryan suit les demandes de Roland, alors il ne peut pas perdre, car les deux issues lui seront avantageuses à la fin, et il a techniquement raison sur ce point. Mais Ryan dit que c'est seulement le cas parce qu'il pense uniquement en termes de profit et pertes. Cependant, Ryan ne voit pas les choses de cette façon. Il n'en est arrivé là qu'en étant strict et impitoyable, et il n'a aucune utilité pour quiconque oserait s'opposer à lui, donc il n'acceptera jamais les conditions de Roland. Pendant ce temps, à la ville frontière, Roland appelle l'attention de tous les habitants pour les informer de la situation actuelle. Une fois tout le monde rassemblé, il leur dit qu'il a récemment eu une réunion avec l'ambassadeur de Lonson, venu collecter les paiements habituels de minerais. Cependant, comme la plupart d'entre eux le savent, les mines se sont récemment effondrées et elles n'ont pas encore pleinement repris leurs opérations, donc ils n'avaient pas assez de minerais, ce qui signifie que Lonson ne leur donnerait que 2 mois de nourriture, ce qui ne suffira pas à les faire tenir tout l'hiver. Il leur rappelle la tragédie survenue il y a quelques années, lorsque l'attaque des bêtes démoniaques a duré plus de 3 mois, et que Lonson a refusé de leur donner plus de nourriture, si bien que beaucoup de leurs amis et familles ont fini par mourir de faim. Roland dit qu'il ne voulait pas que cela se reproduise, alors il a acheté de la nourriture à Willowtown, assez pour nourrir tout le monde dans la ville pendant tout l'hiver, mais cela a eu un prix. Faire cela risque de rendre Lonson hostile à leur égard, donc ils ne seront pas autorisés à chercher refuge dans leur forteresse cette année. Cependant, Roland a déjà un plan pour cela aussi, car une fois son mur achevé, ils pourront se défendre et protéger leur territoire.
Le discours de Roland parvient à rallier tout le peuple derrière son plan, alors ils sont maintenant plus que disposés à l'aider à combattre les démons. Il leur assure que, même si les bêtes démoniaques peuvent être effrayantes, elles ne sont finalement rien de plus que des bêtes sauvages. Il dit qu'il est prêt à payer quiconque rejoint la milice 25 royales d'argent par mois, et dans le cas où quelqu'un rencontrerait une mort prématurée pendant la bataille, Roland est prêt à l'indemniser avec 5 royales d'or. Et apprendre cette généreuse compensation ne fait que rendre les gens encore plus désireux de rejoindre la milice. Plus tard, Roland donne une petite leçon de physique à Anna et Nana, et il leur dit que l'air est composé de multiples gaz invisibles différents. Cela les déroute assez, car elles n'ont jamais entendu parler d'une telle chose. Si les gaz sont invisibles, comment sait-il qu'il y en a plusieurs? Roland comprend pourquoi elles auraient du mal à le croire, alors pour démontrer, il demande à Anna d'allumer une bougie, puis il place un bocal dessus. Naturellement, la bougie s'éteint après un certain temps, et elle suppose que c'est parce qu'elle a utilisé tout l'air dans le bocal. Mais Roland leur dit qu'il y a encore de l'air dedans. Il demande ensuite à Carter de l'aider à verser de l'eau de chaud autour du bocal, et après cela, lorsque Roland soulève le bocal, un gaz remonte clairement à travers l'eau, la rendant trouble. Cela prouve que, même si la flamme de la bougie a supposément utilisé tout l'air dans le bocal, il restait encore quelque chose à l'intérieur pour s'échapper en bulle. Anna commence enfin à comprendre et demande si cela signifie qu'il y a un gaz qui soutient la combustion et un autre gaz qui peut être utilisé pour éteindre les flammes. Roland lui dit qu'elle a tout à fait raison, et il prévoit de l'aider à utiliser cette connaissance pour apprendre à maîtriser pleinement ses pouvoirs. Mais ce sera une leçon pour un autre jour, alors il leur dit qu'elles peuvent rentrer chez elles pour l'instant. Ils disent tous au revoir à Roland et se préparent à partir. Mais avant qu'il ne le fasse, Roland appelle Carter et lui demande s'il a réussi à fournir la glace et la poudre de neige qu'il a demandé. Carter confirme, mais il ne sait honnêtement pas pourquoi Roland a demandé de la poudre de neige alors qu'ils n'ont rien qui nécessite d'être gardé au froid. Mais Roland dit simplement qu'il prévoit de l'utiliser pour une expérience. Et plus tard cette nuit-là, Roland retourne enfin dans sa chambre et s'apprête à se coucher, mais juste à ce moment-là, il remarque quelque chose d'anormal près de la fenêtre, alors il va voir, et avant de savoir où il en est, une femme apparaît derrière lui et lui appuie une lame sur la gorge. Roland se fige une seconde, pensant qu'un assassin est venu prendre sa vie, mais, à sa surprise, la femme le relâche un instant plus tard et dit à Roland qu'elle ne lui veut aucun mal. Roland met une certaine distance entre elle et lui pour plus de sécurité, et il reste méfiant envers elle, mais le fait qu'elle ne l'ait pas tuée sur le champ prouve qu'elle n'est pas là pour sa vie, alors il décide d'essayer d'abord de discuter. Il lui demande qui elle est, et la femme dit à Roland qu'elle s'appelle Nightingale. Cela ne lui donne pas beaucoup d'informations, mais Roland remarque par hasard le symbole de la glace sur sa cape et le reconnaît comme l'emblème de l'association de coopération des sorcières, ce qui signifie que Nightingale doit être une sorcière. Nightingale est surprise que Roland connaisse si bien leur association, mais après tout, cela ne devrait pas être si surprenant, étant donné ce qu'elle a vu de lui ces derniers jours. À ce propos, elle dit qu'elle veut le remercier de s'être occupé d'Anna et Nana. Roland est surpris que Nightingale connaisse Anna et Nana, puisqu'il n'en a jamais informé le public, mais Nightingale explique qu'il y a une semaine, elle est venue ici parce qu'elle avait entendu qu'une sorcière avait été capturée, mais après avoir enquêté, elle a découvert que la sorcière n'avait finalement pas été exécutée, et peu après, elle a également appris les pouvoirs de Nana. Roland demande si cela signifie qu'elle a surveillé pendant une semaine entière à son insu, mais Nightingale ne lui répond pas tout de suite. À la place, elle lui demande de s'asseoir avec elle sur son lit. Roland décide d'accepter, et Nightingale est honnêtement surprise qu'il n'ait pas eu peur de s'asseoir avec une sorcière. Après tout, la plupart des gens seraient terrifiés à l'idée même d'entrer en contact avec une sorcière, mais ce n'est pas le sujet. Roland lui demande de répondre à sa question, alors Nightingale confirme qu'elle a effectivement espionné pendant la semaine écoulée, et qu'elle a vu pratiquement tout ce qu'il a fait. Cependant, si elle était si douée pour se cacher tout en l'espionnant, Roland demande pourquoi elle a choisi de se révéler maintenant. Et c'est là que Nightingale révèle que quelques minutes avant l'arrivée de Roland, sa gouvernante en chef était là, et qu'elle a mis quelque chose dans son verre. Roland est choqué d'entendre cela, car il n'arrive pas à croire que Tyrol l'empoisonnerait, mais Nightingale n'a aucune raison de mentir sur une chose pareille, donc cela doit être vrai. Quoi qu'il en soit, il la remercie de lui avoir sauvé la vie, mais Nightingale dit que ce n'est pas grand-chose, puisqu'elle ne faisait que lui rendre l'appareil pour ce qu'il a fait pour Anna et Nana. Cependant, elle dit qu'elle doit ramener ces deux-là avec elle à l'association de coopération des sorcières. Roland demande pourquoi, alors qu'il a déjà fait en sorte qu'aucune d'elles ne soit maltraitée ici, et qu'il les traite comme ses égales, avec des contrats de travail appropriés et de hauts salaires. Nightingale reconnaît que Roland a effectivement beaucoup fait pour ces deux-là, mais il y a une chose qu'il ne peut même pas les aider à faire, les mener à la montagne sacrée. C'est le seul endroit où les sorcières peuvent vivre sans craindre la persécution, et bien que Roland lui-même n'ait pas peur des sorcières, si le grand public venait à les découvrir, ils ne seront certainement pas aussi gentils que Roland. Roland demande si elle cherche actuellement la montagne sacrée dans les chaînes de montagnes infranchissables de la région. Nightingale ne le confirme pas, mais il comprend que c'est exactement ce qui se passe, et si c'est le cas. Alors il lui dit qu'il ne peut pas la laisser emmener Anna et Nana, car le mois des démons approche à grands pas, et il ne peut pas les laisser affronter de tels dangers dans les montagnes sans aucune protection. Au lieu de cela, il suggère que Nightingale pourrait amener ses consoeurs sorcières à la ville frontière pour passer l'hiver, et, au printemps, elles pourront reprendre leur recherche de la montagne sacrée.
Nightingale est complètement stupéfaite par l'offre de Roland, et elle est plutôt intrigante, mais elle dit que c'est impossible car Anna est sur le point de souffrir d'une maladie mortelle. Elle explique que, le jour anniversaire de l'acquisition de ses pouvoirs par une sorcière, elle doit faire face à une épreuve où chaque vaisseau sanguin leur fait mal avec une douleur insupportable, le sang commençant à suinter de leur peau et leurs yeux à sortir de leurs orbites. Si la sorcière la endure, alors elle se rétablira en une semaine, mais sinon, ses organes se liquéfieront et elle mourra d'une mort atroce. L'association de coopération des sorcières dispose de moyens pour augmenter le taux de survie à ces épreuves. Alors Nightingale dit à Roland que, bien qu'elle comprenne l'importance d'Anna pour lui, elle doit emmener Anna. Et Roland ne peut vraiment pas discuter cela, alors il accepte de laisser Nightingale les emmener pour le bien d'Anna. Il propose ensuite de conduire Nightingale vers Anna, et Nightingale est très reconnaissante à Roland d'être si compréhensif. Elle disparaît alors juste devant ses yeux, ce qui est un peu surprenant, mais cela doit être son pouvoir de sorcière. Roland descend ensuite le couloir jusqu'à la chambre d'Anna, et quand elle lui ouvre la porte, il lui dit qu'il a quelque chose d'important à discuter. Roland et Nightingale expliquent tout à Anna. Elle comprend pourquoi Nightingale lui demande de partir, mais elle refuse et dit qu'elle ne va nulle part. Nightingale mentionne qu'il y a une chance de survie, alors Anna dit qu'elle va simplement surmonter l'épreuve par elle-même, et rien ne lui fera changer d'avis. Nightingale ne veut pas forcer Anna à partir si elle ne le souhaite pas, alors elle accepte de la laisser rester, mais Nightingale prévoit également de rester ici, afin de pouvoir donner à Anna les meilleures chances de survie possibles. Alors elle dit qu'elle va accepter l'offre de Roland d'amener toutes les sorcières à la ville frontière. Le lendemain matin, Roland se réveille dans son lit alors que les bonnes commencent à nettoyer sa chambre comme d'habitude. Cependant, Tiro n'est pas là, et Roland veut l'interroger sur pourquoi elle a tenté de l'empoisonner, alors il demande à Carter de l'amener ici. Mais Carter informe Roland que Tiro a en fait été retrouvée morte ce matin. Elle avait apparemment sauté du balcon, et cela met un sérieux frein au plan de Roland de l'interroger. Un peu plus tard, Nightingale apparaît dans la chambre de Roland, et il lui demande si c'est elle qui a tué Tiro. Nightingale admet qu'elle a voulu aider un peu en attrapant le potentiel assassin de Roland, mais elle dit que ce n'est pas elle qui a tué Tiro. Tiro avait une capsule de poison cachée dans ses dents, et dès qu'elle a vu Nightingale apparaître, elle a avalé la capsule et est morte du poison. Après cela, Nightingale a dû faire passer cela pour un accident afin que personne ne se méfie. Roland la croit, alors il lui demande si elle a au moins réussi à découvrir pourquoi Tiro tentait de l'assassiner, alors Nightingale lui tend un morceau de papier avec les détails. Apparemment, Tiro était victime de chantage pour réaliser l'assassinat afin de sauver sa sœur, qui était retenue captive. Et les seules personnes que Roland peut imaginer qui auraient une raison de vouloir sa mort sont les membres de sa famille, donc l'un d'eux en veut à sa tête. Plus tard, Boris et Carter sont convoqués à une réunion avec Roland pour discuter de l'état actuel du plan de défense. Puisque le minerai a été vendu à moitié prix, ils n'ont réussi à gagner qu'environ 200 royales d'or, et sur ces 2 cents, plus de 110 ont été dépensés en matériaux, donc il ne leur reste que 90 à utiliser. Et l'argent restant ne va pas aller très loin, étant donné que Roland a commencé à recruter pour la milice, donc une grande partie de l'argent nécessaire devra provenir des économies personnelles de Roland. De plus, ils ont rencontré de graves problèmes liés à l'entraînement de la milice, car des hommes qui n'ont jamais tenu d'épée auparavant n'ont que peu de chance dans une vraie bataille. C'est pourquoi Carter suggère qu'ils aillent demander de l'aide au baron Boris et à ses chevaliers. Roland ne pense pas que ce soit une bonne idée, car il n'y a aucune chance que Boris aide, mais Carter semble convaincu que Boris est un homme de bon caractère et qu'il saura sans aucun doute se montrer à la hauteur pour aider. Carter est simplement trop naïf dans ce genre de questions, et Roland sait que cette situation sera vaine, mais il accepte d'aller demander de l'aide à Boris juste pour satisfaire la demande de Carter. Carter est vraiment heureux d'apprendre cela, alors il se lève pour aller organiser la réunion immédiatement. Pendant que Carter s'occupe de cela, Roland se rend chez Anna pour l'aider dans son entraînement, car il veut essayer quelque chose. Il place 2 morceaux de métal l'un contre l'autre. Ensuite, il demande à Anna d'essayer de condenser ses flammes en un point unique. Anna fait un effort, et elle parvient finalement à condenser son feu assez pour obtenir une flamme bleue de haute puissance. Et avec celle-ci, Roland la guide pour réussir à souder les 2 morceaux de métal ensemble. Mais bien que l'expérience ait été une réussite, il y avait un manque flagrant de protection oculaire, donc ils vont voir des taches pendant un moment. Quelque temps plus tard, Carter conduit Roland au manoir de Boris pour une réunion afin de demander l'aide des chevaliers. Mais les choses se passent à peu près aussi bien que Roland s'y attendait, car Boris rejette perfidement la demande de Roland, disant qu'il ne peut pas participer à un plan aussi insensé, et l'insulte en offrant un seul royal d'or, le traitant à la fois de fauché et de stupide. Carter est furieux du manque de respect flagrant de Boris, mais Roland lui dit de se calmer car il ne veut pas créer de scène ici. Et après cela, ils sont partis. Sur le chemin du retour, Carter s'excuse auprès de Roland d'avoir insisté pour cette réunion, car il n'aurait jamais imaginé que Boris agirait de la sorte envers lui. Mais Roland lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter, car il s'y attendait déjà. S'ils veulent s'établir, alors ils ne peuvent pas compter sur l'aide des autres nobles, et d'ailleurs, Roland a déjà un plan en tête pour entraîner la milice. Roland rassemble tous ceux qui se sont inscrits pour la bataille à l'extérieur afin qu'ils puissent officiellement commencer l'entraînement, et la promesse de 10 royales d'argent par mois plus la nourriture gratuite est trop belle pour que les villageois la refusent. Ils pensent également qu'ils vont simplement assister les chevaliers,
pas se lancer dans une bataille à grande échelle, donc si les choses deviennent réellement dangereuses, ils peuvent toujours s'enfuir. Après tout, les deux autres sont à peu près certains de pouvoir courir plus vite que Véné, donc si quelqu'un doit mourir, ce sera définitivement lui. D'ailleurs, il lui demande ce qui va arriver à sa petite amie de la taverne une fois qu'il aura passé l'arme à gauche, mais Véné crie qu'il n'y a aucune chance qu'il meure. La seule raison pour laquelle il fait ça en premier lieu est d'économiser assez d'argent pour enfin pouvoir demander Shirley en mariage l'année prochaine. Juste à ce moment-là, Roland arrive enfin. Alors ils arrêtent tous de parler et se tournent pour écouter ce qu'il a à dire. Roland remercie tout le monde ici d'avoir courageusement proposé de rejoindre la milice de la ville frontalière, et il leur dit qu'ils vont subir un entraînement rigoureux pour se préparer aux batailles à venir. Cela dit, il a également préparé une petite récompense pour les motiver à terminer l'entraînement. Alors il leur dit que s'ils parviennent à terminer l'entraînement, chacun d'eux recevra un œuf avec leur déjeuner aujourd'hui. Tous les hommes sont excités en entendant cela car dans cette économie, pouvoir manger un œuf gratuit est une bénédiction, alors ils sont prêts à travailler dur pour l'obtenir, et maintenant que les hommes sont bien motivés, Roland leur présente leur nouveau capitaine, Hache de Fer. Les hommes sont un peu surpris de voir que c'est Hache de Fer qui va diriger leur entraînement puisqu'il est un homme des sables et que les nobles ne reconnaissent généralement pas les hommes des sables, mais cela leur importe peu car ils sont bien trop concentrés sur la fin de l'entraînement pour gagner cet œuf. L'entraînement semblait simple au début car tout ce qu'ils avaient à faire était de rester immobiles pendant une demi-heure, mais le faire sous le soleil brûlant sans bouger un muscle s'est avéré extrêmement difficile. Bien qu'à la fin de l'exercice d'entraînement, ils aient effectivement réussi à rester debout pendant toute la demi-heure, alors ils sont tous allés se reposer sous les arbres en célébrant leur œuf. Ils sont vraiment excités car la plupart d'entre eux n'ont pas eu la chance de manger un vrai œuf depuis plus d'1 an. Au loin, Carter regarde les hommes avec désapprobation car il ne pense pas qu'un groupe de gens ordinaires ait l'étoffe de soldats, et les hommes remarquent l'attitude de Carter envers eux, alors ils commencent à craindre qu'ils ne reviennent sur la promesse de leur donner un œuf. Véné dit que cela n'arrivera pas puisque le prince lui-même a promis de leur donner l'œuf, et qu'un prince ne reviendrait pas sur sa parole, mais les autres ne semblent pas très convaincus car les nobles sont connus pour mentir effrontément quand cela les arrange. Cependant, Véné pense que Roland est différent car, après tout, il a engagé un homme des sables comme capitaine, et aucun autre noble ne ferait cela puisqu'il ne se soucie que des lignées. Personnellement, les trois trouvent que Hache de Fer est un gars correct, et ils aimeraient avoir un physique comme le sien, mais pendant qu'ils parlent, ils remarquent bientôt que Carter revient, alors ils se lèvent tous pour écouter ce qu'il a à dire. Carter leur dit qu'il a un message de Roland à délivrer, et il explique essentiellement que Roland est satisfait qu'ils aient tous terminé l'entraînement d'aujourd'hui, donc comme promis, ils recevront tous un œuf avec leur déjeuner aujourd'hui, et les hommes sont très heureux d'apprendre cela. De plus, Carter ajoute que la deuxième session d'entraînement va bientôt commencer, et si tout le monde réussit et reste debout pendant 1 heure, alors ils recevront tous un deuxième œuf. Cependant, si une seule personne échoue à rester debout, alors personne ne recevra le deuxième œuf. Les hommes trouvent que c'est un peu injuste que si une seule personne échoue, aucun d'eux n'aura d'œuf, mais la promesse d'un deuxième œuf est trop belle pour la refuser, alors ils acceptent tous de relever le défi et de commencer la deuxième session d'entraînement. Pendant que les hommes travaillent dur à leur entraînement, Carter s'approche de Roland, et Roland voit que quelque chose le tracasse, alors il lui dit qu'il peut parler librement. Carter dit qu'il ne veut pas remettre en question les décisions de Roland, mais il croit que ces hommes ne sont rien de plus qu'une bande hétéroclite sans coordination, et d'après son expérience, les gens comme ça sont les premiers à fuir quand la bataille devient difficile. De plus, Carter ne voit pas l'intérêt d'un tel entraînement car rester immobile ne va pas les aider à vaincre les bêtes démoniaques. Ils n'ont ni les nobles ni les chevaliers à leur côté pour l'instant, donc ces hommes sont leur seul espoir, mais Carter voulait au moins essayer de leur apprendre à manier une épée avant le début de la bataille. Roland comprend d'où viennent les plaintes de Carter, mais il lui demande s'il pense qu'il serait capable d'entraîner avec succès ces hommes à temps pour le mois des démons. Carter admet qu'une telle chose serait impossible car l'entraînement à l'épée prend au moins 5 ans pour être maîtrisé, et c'est précisément pourquoi Roland ne s'est pas embêté avec les méthodes d'entraînement standard et prévoit simplement de faire ce qu'il peut pour les rendre aussi redoutables que possible en l'espace de 2 mois. Sur ce point, Roland a également un ordre supplémentaire à donner dans le cadre de l'entraînement des troupes, alors il remet le décret à Carter, et à la surprise de Carter, il est écrit que Roland veut que les soldats apprennent à lire et à écrire. Il ne comprend pas à quoi cela peut bien servir de leur apprendre ces choses car cela ne leur sera d'aucune utilité sur le champ de bataille, mais au contraire, Roland pense que c'est très important car il veut qu'ils puissent comprendre rapidement les ordres sur le champ de bataille sans avoir à appeler quelqu'un pour les lire. À ce moment-là, la jambe d'un des hommes de la formation cède, et il finit par tomber par terre, alors toute la troupe grommelle de mécontentement car maintenant ils n'auront pas le deuxième œuf. Mais le premier œuf est toujours envisageable, donc à l'heure du déjeuner, ils sont tous servis, et les soldats peuvent profiter de la meilleure nourriture qu'ils aient mangée depuis longtemps. Véné est particulièrement heureux quand il goûte à son œuf tant attendu, et les deux autres aussi, alors ils dévorent immédiatement leur nourriture. Ils admettent que l'entraînement était dur, mais s'ils peuvent manger de bonne nourriture comme ça tous les jours, alors ils sont prêts à tout. Au même moment, Carter s'approche de Hache de Fer pendant qu'il mange et l'informe du prochain ensemble d'exigences d'entraînement de Roland. Il dit que la 3e session d'entraînement commencera après le déjeuner et se terminera au coucher du soleil, et pendant ce temps, chaque membre de la troupe doit accomplir 3 tours de la ville frontalière. S'ils parviennent tous à accomplir cette tâche, ils recevront un autre œuf pour le dîner, mais si une seule personne échoue à atteindre la ligne d'arrivée au moment où le soleil est complètement couché,
alors personne ne recevra l'œuf. Si quelqu'un est à la traîne, les autres sont libres de l'aider, même s'ils doivent le porter jusqu'à la ligne d'arrivée. Tout ce qui compte, c'est que chaque personne soit présente à la fin de la journée pour que la récompense soit accordée. Tard dans la soirée, tous les soldats font de leur mieux pour accomplir les 3 tours, mais ils sont tous absolument épuisés, surtout Véné car il n'a jamais été un grand coureur, et il finit par s'effondrer par terre. Il est sur le point de vomir, mais il s'arrête car il ne veut pas gâcher l'œuf qu'il a mangé au déjeuner. Cependant, en ce qui concerne franchir la ligne d'arrivée dans son état actuel, la situation de Véné commence à sembler assez désespérée. À la ligne d'arrivée, les autres ont tous réussi à y arriver, et Carter vient demander à H de faire si tout le monde est présent. Juste à ce moment-là, il reçoit un rapport indiquant que 3 personnes manquent encore, ce qui inquiète un peu H de fer, mais quelques instants plus tard, quelques soldats aperçoivent les personnes manquantes apparaissant sur la colline, et c'est Véné avec ses 2 amis qui le soutiennent. H de fer est heureux de voir cela et dit fièrement à Carter que tout le monde a réussi à atteindre la ligne d'arrivée avant le coucher du soleil, et Carter le reconnaît. Cette nuit-là, tout le monde célèbre ensemble autour du feu camp, y compris H de fer et Carter, mais Carter mentionne qu'il reste en fait une dernière session d'entraînement. H de fer est surpris d'apprendre que Roland prévoit de faire s'entraîner les troupes même la nuit, mais Carter explique qu'il s'agit simplement d'un rassemblement d'urgence pour les préparer en cas d'attaque soudaine après la tombée de la nuit. Plus tard dans la nuit, Roland retourne enfin dans sa chambre, et c'est là qu'il trouve Nightingale assise sur son bureau. Elle dit qu'elle se sent mal pour lui car il doit travailler si tard, alors elle prévoyait de lui tenir compagnie, mais elle s'est ennuyée en l'attendant et s'est servie dans son dîner. Roland est trop fatigué pour jouer le jeu des provocations de Nightingale, alors il s'assoit simplement à son bureau et se remet au travail. Nightingale voit que Roland est très sérieux à propos de tout cela, alors elle lui demande s'il est vrai que toutes les dépenses pour la milice proviennent de ses fonds personnels, et il dit simplement que si cela peut les aider à défendre la ville frontalière, chaque dépense en vaut la peine. Nightingale lui demande aussi s'il vaut vraiment la peine d'apprendre à lire et à écrire à tous les soldats, alors Roland explique que non seulement la lecture et l'écriture les aident à comprendre les ordres sur le champ de bataille, mais qu'avec le temps, cela les aidera à comprendre ce pourquoi ils se battent vraiment. Nightingale lui demande ce qu'il veut dire puisque les soldats ne se battent clairement que pour mettre de la nourriture sur la table, et Roland dit que c'est peut-être le cas maintenant, mais à mesure qu'ils continueront à se développer, cela changera, alors il veut qu'ils soient prêts. Sur ce point, il demande à Nightingale pourquoi elle et les autres sorcières se battent, et elle admet qu'en ce moment, elles essaient juste de survivre, donc elles n'ont pas beaucoup de temps pour penser à d'autres choses. Roland finit par travailler toute la nuit, et ce n'est que lorsqu'il a terminé qu'il réalise qu'il n'a en fait rien mangé de sa nourriture, mais cela n'a pas d'importance pour l'instant car son mousquet prototype est terminé et il a juste besoin de le tester maintenant. Il emmène Carter et H de fer dans la forêt et leur dévoile l'arme, expliquant qu'il a fait fabriquer ceci par le forgeron à partir de plans qu'il a créés, et tout dont il a besoin est un peu de poudre à canon, qu'il a déjà fabriqué. Les autres ne comprennent pas vraiment de quoi Roland parle, mais il leur dit de remplir le canon de poudre à canon et ensuite de placer la balle dans le canon. Une fois cela fait, Roland leur dit d'appuyer sur la détente, ce qui produit une puissante détonation à laquelle aucun des deux ne s'attendait. Après avoir inspecté la pièce d'armure qu'il visait, il réalise que la balle l'a traversé de part en part, et une telle puissance ferait en sorte que même le recrue la moins entraîné puisse devenir mortel sur le champ de bataille. Carter est un peu inquiet à ce sujet et demande à Roland combien de ces armes il a fabriquées. Alors Roland explique qu'il en a déjà fabriqué 2, et vu comment les choses se passent, le forgeron devrait pouvoir en fabriquer 2 autres d'ici la fin du mois, mais il assure à Carter qu'il n'a pas à s'inquiéter. Les armes ont été fabriquées pour aider dans la bataille contre les bêtes, pas pour remplacer le besoin de chevaliers comme Carter. Alors il dit à Carter et à H de fer qu'il aimerait qu'ils utilisent ces armes ensemble pour défendre la ville frontalière, et ils sont tous deux honorés de se voir confier une si grande responsabilité. Pendant ce temps, au château du duc Ryan, il est en train de s'entraîner au tir à l'arc pendant que les autres nobles lui font la cour autant que possible, et il a récemment appris que Roland a rendu visite à Boris, alors il lui demande de quoi il s'agissait. Boris explique que Roland est bien venu demander de l'aide en chevalier pour défendre la ville frontalière, mais il n'y a aucune chance que Boris aide jamais quelqu'un comme lui, alors il dit à Ryan qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ryan demande ce que Roland a fait depuis la dernière fois, et selon les espions envoyés par Boris, le mur de Roland est presque terminé, et apparemment, il utilise un nouveau réactif miracle pour accélérer la construction. Mais Boris ne pense pas qu'un mur construit si hâtivement puisse tenir contre les démons, surtout avec sa ridicule milice. Il ajoute également qu'au rythme où vont les choses, Roland sera ruiné bien avant le printemps parce qu'il donne des œufs à ses hommes chaque jour. Ryan s'inquiète en entendant cette dernière partie car techniquement Roland a désormais un mur d'enceinte, une armée et des provisions pour nourrir cette armée. Que le mur tombe ou que l'armée échoue d'elle-même, Ryan ne sait pas, mais il ne peut pas laisser Roland réussir quoi qu'il arrive, alors il va prendre des mesures proactives contre lui. Dans les jours qui suivent, la milice continue de s'entraîner sans relâche pour se préparer à la bataille, et Brian, ici présent, est assez impressionné par les progrès de la milice en si peu de temps. Brian a toujours rêvé de devenir chevalier, alors son ami lui dit qu'il devrait probablement postuler pour rejoindre la milice, car avec ses compétences, il gagnera certainement la faveur du prince. Quelque temps plus tard, Brian et ses amis se retrouvent convoqués à une réunion avec quelques membres de la communauté, et ceux-ci arrivent avec une proposition qu'ils savent que Brian ne voudra pas refuser. L'oncle de l'un des hommes est un homme de confiance du duc,
et s'il use de son influence, il peut certainement faire adouber Brian, à condition qu'il accomplisse un petit travail pour eux. Ils expliquent que le duc a été gravement offensé par la tentative de Roland de retrouver son indépendance vis-à-vis de la forteresse, alors il veut lui rappeler qui contrôle vraiment Bourg-Frontière. L'ami de Brian s'inquiète et leur demande s'il prévoit d'assassiner le prince, mais les hommes le nient, car eux-mêmes n'oseraient pas aller aussi loin. Après tout, même s'il n'est pas très respecté par le reste de la famille royale, il reste un prince, donc il serait sans aucun doute puni pour cela, et le duc serait également impliqué. C'est précisément pour cela qu'il prévoit de s'attaquer à autre chose. En ce moment, la chose la plus importante pour la réussite du plan de Roland est qu'il maintienne ses réserves de nourriture, car si le peuple n'a rien à manger, alors il sera forcé de retourner à la forteresse pour passer l'hiver. L'ami de Brian est horrifié et leur rappelle que la forteresse ne donnera pas aux habitants de Bourg-Frontière assez de nourriture pour survivre à l'hiver, ni aucune nourriture d'ailleurs, donc ils seraient condamnés à mourir de faim, mais les hommes s'en moquent, car on leur a déjà promis que s'ils brûlent les réserves de nourriture de Roland, alors la forteresse prendra soin d'eux. Brian leur rappelle que les réserves de nourriture sont conservées dans le château de Roland, et il n'y a aucun moyen de s'y introduire discrètement pour brûler la nourriture, mais les hommes disent que c'est pour cela qu'ils ont appelé Brian. Ils se souviennent avoir entendu des rumeurs selon lesquelles Brian connaît un puits caché relié aux canalisations du château, donc il devrait pouvoir y entrer par là. Lévrier leur dit qu'ils sont fous s'ils pensent que lui et Brian accepteraient jamais un tel plan, parce que les chevaliers sont censés défendre la justice, non se plier à la tyrannie et sacrifier la vie d'innocents pour leur profit personnel, et Brian est d'accord avec lui. Mais alors que Lévrier se tourne pour dire à Brian qu'il est temps de partir, Killis poignarde soudainement Lévrier dans le dos, et quelques instants plus tard, Lévrier meurt dans les bras de Brian. Killis dit alors avec suffisance à Brian qu'il n'a plus le choix, parce qu'il est déjà en infériorité numérique, et s'il ne fait pas ce qu'ils disent, il finira comme Lévrier par terre. Brian réalise qu'il n'a aucun moyen de se battre pour sortir d'une telle situation, alors il est forcé de conduire Killis et son équipe jusqu'au puits caché et dans les canalisations. Pendant tout ce temps, il ne peut penser qu'à tout le temps passé avec Lévrier et au fait qu'il n'aura jamais la chance de réaliser ses rêves, à cause de Killis et de sa cupidité, mais il ne peut pas riposter maintenant, alors il devra attendre son heure pour obtenir sa revanche. Ils finissent par refaire surface dans une partie isolée du château, et alors que Brian sort du puits connecté, il remarque un étrange dispositif dans la cour. Il n'a jamais rien vu de tel auparavant, mais Killis lui dit de cesser de rêvasser et de continuer à avancer, parce que cette chose n'est pas importante pour l'instant. Killis dit à tout le monde de rester aussi silencieux que possible, car il ne veut pas alerter les gardes de leur présence, et comme Brian est déjà venu au palais, il lui ordonne de leur dire où la nourriture est entreposée. Brian explique que la nourriture est probablement gardée près de la cuisine, donc s'il devait deviner, il dirait qu'elle est dans une cave sous la cuisine, et c'est la meilleure piste qu'ils aient, alors Killis dit à Brian de montrer le chemin, et il se faufile dans le château, se dirigeant vers la cuisine et descendant dans la cave. Mais alors qu'il s'approche de la cave, pendant un bref instant, Killis est aveuglé par la lumière d'une torche. Brian saisit l'occasion pour se libérer de son emprise et plaquer l'homme devant lui dans la cave. Quand Killis et les autres rattrapent enfin Brian, il a déjà tué l'homme qui l'a plaqué et a pris son épée, prêt à combattre Killis et les autres à mort, ici et maintenant. Les 4 autres se ruent sur Brian, tandis qu'un homme en cape reste en arrière et regarde. Normalement, un 1 contre 4 serait une mort quasi instantanée pour la plupart des épéistes, mais Brian est exceptionnellement compétent, alors il parvient à parer et esquiver les coups des autres tout en se repositionnant pour abattre l'un des hommes, donc il n'en a plus que 3 à affronter. Il en vient ensuite rapidement à bout de 2 autres, donc il ne lui reste plus que Killis à affronter. Killis croise le fer avec Brian avec une intention meurtrière, mais Brian le surpasse de loin en termes de compétences, et il le sait, alors il sort une dague supplémentaire dans l'espoir d'avoir un avantage, mais cela ne l'empêche absolument pas de se faire battre à plate couture par Brian. Brian s'apprête à achever Killis pour venger Lévrier lorsque le dernier homme, qui était resté en arrière tout ce temps, décide finalement d'intervenir et poignarde Brian à l'épaule. Killis est soulagé que leur Vipé ait décidé de le sauver, et Vipé trouve honteux que 4 hommes n'aient pas pu venir à bout d'un seul loser comme celui-ci. Mais maintenant qu'il s'implique personnellement, il dit que c'est fini pour Brian. Brian reconnaît Vipé comme l'un des célèbres chevaliers qui travaillent pour le duc Ryan, donc il suppose que Ryan a dû l'envoyer pour aider Killis à détruire les réserves de nourriture. Vipé est peut-être un chevalier, mais il n'est pas exceptionnel comme épéiste, donc Brian pourrait potentiellement le vaincre. Cependant, Vipé compense son manque de compétences par son sens de la mode en utilisant sa cape pour obscurcir la vue de Brian pendant le combat, afin de pouvoir lui porter des coups nets. Finalement, Brian finit par tomber, mortellement blessé, et Vipé s'apprête à l'achever, mais à la dernière seconde, Killis lui dit d'attendre, car il veut être celui qui fera souffrir Brian d'une mort douloureuse pour s'être opposé à lui. Vipé accepte de laisser Killis porter le coup final, mais lui dit de faire vite, car ils doivent encore mettre le feu aux réserves et sortir d'ici avant que les gardes ne réalisent qu'ils sont là. Killis lève alors son épée vers le cou de Brian et s'apprête à commencer à le torturer, et tout ce à quoi Brian peut penser, c'est qu'il n'a pas réussi à venger Lévrier, mais il remarque alors une femme assise sur les tonneaux au-dessus de lui. Un instant plus tard, Rossignol apparaît derrière eux deux, et Vipé tente immédiatement de la poignarder avec le même truc qu'il a utilisé sur Brian. Mais à sa grande surprise, elle disparaît devant lui et lui sectionne la main au même moment. Quand Brian se réveille, il se retrouve au lit avec Roland assis à son côté.
Roland lui dit qu'il a déjà entendu parler de tout ce que Brian a fait pour protéger les réserves de nourriture, et il veut le remercier pour son courage. Il présente également ses condoléances pour la mort de l'évrier et promet à Brian qu'il organisera des funérailles dignes pour lui, et que sa famille sera également prise en charge. Quant à Brian, Roland lui dit qu'une fois ses blessures guéries, il souhaite l'adouber comme son nouveau chevalier, et Brian est ravi d'apprendre cela. Roland l'informe également que Killis et Vipé ont été capturés vivants, et qu'ils ont tous deux avoué après un bref passage dans la salle de torture, donc il veillera à ce qu'ils répondent de leurs crimes devant la justice. Après cela, il quitte la pièce pour que Brian puisse se reposer un peu. Mais dehors, Baroff lui dit qu'il pourrait être un peu difficile de faire en sorte que Killis et Vipé répondent de leurs crimes. Ils se sont introduits dans le château et ont tenté de brûler leurs réserves de nourriture, et normalement ils seraient immédiatement exécutés pour un tel crime. Mais Vipé est l'un des chevaliers du duc Ryan, et Killis se trouve être un parent du baron Boris, donc la plupart du temps dans ce genre de situation, ils trouvent un moyen d'acheter leur liberté. Sans compter que si Ryan était vraiment celui qui les a envoyés, il n'y a aucune chance qu'il reste les bras croisés à les laisser exécuter. Roland demande à Baroff ce qu'il lui conseillerait de faire dans cette situation. Alors Baroff lui dit qu'il devrait juste attendre un peu, car si son jugement est correct, Boris et Ryan devraient bientôt faire leur mouvement. Juste à ce moment, un garde vient informer Roland que le baron Boris est là et demande à le rencontrer. Cela était prévisible, donc Roland prévoit d'aller le rencontrer avec Baroff et dit à Carter d'emmener Brian chez Nana plus tard pour qu'elle puisse le soigner. Pendant ce temps, Boris fait les 100 pas dans la salle d'audience, et quand Roland entre enfin, il le salue respectueusement et explique qu'il est venu présenter ses excuses au nom de son neveu pour avoir offensé Roland. Roland lui demande de quoi il parle, alors Boris explique que Killis est son neveu et qu'il s'est fait piéger pour s'introduire dans le château avec les autres véritables criminels, donc Boris espérait que Roland pourrait faire preuve de clémence et pardonner ses crimes. En compensation, Boris a apporté une boîte remplie de 50 royaux d'or, une somme considérable, et il espère que ce montant suffira à Roland pour pardonner à la fois Killis et Vipé. Roland demande si cela signifie que Boris affirme que ces deux-là ne sont pas en faute et que le véritable cerveau derrière tout cela était le duc Ryan, mais Boris le nie farouchement et dit que le duc Ryan ne trahirait jamais Roland. Boris lui-même a du mal à profiter un mensonge aussi éhonté. Il s'attend pleinement à ce que Roland le confronte à ce sujet, mais à sa surprise, Roland dit qu'il va choisir d'accepter que Ryan est totalement loyal et n'aurait jamais orchestré une telle chose. Pendant un instant, Boris a l'air soulagé car il pense que Roland va laisser tomber. Mais ensuite Roland lui dit que puisque le duc Ryan n'a pu être impliqué en rien, cela signifie que Vipé et Killis étaient seuls responsables de l'opération, et en conséquence ils seront condamnés à mort par pendaison. Boris ne sait que dire à cela, puisqu'il s'est lui-même creusé cette tombe, mais il supplie Roland de reconsidérer sa décision, car les crimes des nobles peuvent être pardonnés. Cependant, Roland n'a aucune intention de les gracier, et il dit à Boris qu'en tant que magistrat de la ville, il est tenu d'assister et d'être témoin de l'exécution. Plus tard, Roland annonce tout ce qui s'est passé au peuple, et après cela, Vipé et Killis sont exécutés tandis que Boris ne peut que regarder. Plus tard dans la nuit, Roland est sur le balcon lorsque Rossignol s'approche de lui. Roland la remercie pour son aide plus tôt, car il n'aurait vraiment pas su quoi faire si les réserves de nourriture avaient été brûlées, et il a également été assez surpris par la compétence de Rossignol au combat. Rossignol lui dit qu'elle n'est pas vraiment si forte, elle connaît juste un peu d'autodéfense, et ses pouvoirs lui donnent un léger avantage. Néanmoins, Roland pense qu'elle a été incroyablement utile, et il lui propose même de l'engager comme garde du corps personnel, car ce genre d'incident est voué à se reproduire. Il lui offre un salaire élevé avec des week-ends de repos et même des congés annuels, ce qui n'existe même pas encore dans ce monde. Alors Rossignol ne peut s'empêcher de trouver Roland assez étrange. Cependant, Petro dit au duc Ryan qu'il devrait peut-être reconsidérer sa position, car attaquer Villefrontière ne sacrifierait pas seulement toute la population qui y vit, mais retournerait également toute la famille royale contre lui. Boris le traite de lâche et lui demande s'il s'attend à ce qu'il laisse Roland leur marcher dessus. Mais bien que Petrov comprenne pourquoi ils sont si en colère, il leur dit qu'il ne pense pas qu'une attaque en vaille la peine pour l'instant. Cependant, s'ils doivent le faire, il a 3 suggestions à faire. Premièrement, le duc Ryan devra se préparer à des représailles. Il devrait donc déplacer la population et les approvisionnements environnants dans la forteresse. Deuxièmement, comme positionner des troupes derrière Villefrontière équivaudrait essentiellement à une déclaration de guerre et pourrait être considéré comme une trahison, ils doivent agir avec prudence et utiliser plutôt les renforts envoyés par le premier prince Gérald. Enfin, il pense qu'il devrait retarder toute attaque jusqu'à la fin des mois des démons. Villefrontière se prépare déjà depuis des mois à ce stade, donc si la forteresse mettait tous ses efforts à se préparer à attaquer Villefrontière à la place, il serait gravement mal préparé pour les bêtes démoniaques qui arriveront de leur côté. Après cela, il serait libre d'attaquer Villefrontière, et avec un peu de chance, il pourrait même attribuer la mort de Roland aux bêtes démoniaques. Le duc Ryan semble apprécier le plan de Petro, alors il lui dit qu'ils iront de l'avant avec ses suggestions. Une fois les mois des démons terminés, Roland finira par regretter le jour où il a choisi de riposter contre le duc Ryan. Pendant ce temps, à Villefrontière, Roland vient de dévoiler sa dernière invention à Carter et Anna. Aucun des deux ne sait ce que cette chose. Alors pour démontrer ce qu'elle peut faire, Roland demande à Anna d'allumer le feu. Pendant qu'elle le fait, une chambre d'eau est lentement chauffée. Carter est un peu confus car cela ressemble simplement à une fournaise, et en toute honnêteté,
il a raison sur ce point. C'est effectivement une fournaise, mais Roland lui dit qu'elle est construite selon un principe spécifique pour créer une grande quantité de force. Quelques instants plus tard, les roues commencent à tourner tandis que la vapeur de l'eau commence à s'élever. Roland informe les autres qu'il s'agit d'une machine à vapeur, et qu'elle peut générer une force équivalente à celle de plusieurs travailleurs à la fois, augmentant ainsi considérablement l'efficacité. Comme c'est la première jamais créée dans ce monde, Roland prévoit de l'appeler « machine à vapeur numéro 1 », et ce n'est que la première d'une série qu'il prévoit de produire. Cependant, pour ce faire, il aura besoin de l'aide d'Anna pour le soudage, et Anna dit qu'elle est plus qu'heureuse de rendre service. La machine à vapeur n'est pas encore prête à être utilisée au combat, elle ne sera donc pas d'une grande aide pendant les mois des démons. Pour l'instant, Roland prévoit de la déployer dans les mines pour aider à améliorer l'efficacité là-bas. Ainsi, il ordonne à Carter d'aller en ville et de faire construire une voie ferrée avec la machine à vapeur installée à l'extrémité. Avec cette configuration, les mineurs pourront charger le minerai dans les wagonnets et faire sortir le tout par la machine à vapeur au lieu de devoir transporter tout le minerai à la main. Mais bien que cela aide à augmenter l'efficacité, il y a encore des risques. La vapeur peut sembler peu menaçante, mais si vous vous échaudez, les conséquences peuvent être graves. Il dit donc à Carter de s'assurer qu'il éduque tous les mineurs sur les protocoles de sécurité appropriés pour manipuler la machine. Plus tard, Anna est dans son atelier en train d'aider à souder les pièces pour la prochaine machine à vapeur, tandis que Nana est assise sur le côté à la regarder. Elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour Anna car, d'après ce que Nightingale a dit sur la possession démoniaque, c'est absolument terrifiant à traverser. Anna s'assied à côté de Nana et lui assure qu'elle trouvera un moyen de s'en sortir, et elle est certaine que Nana aussi le fera quand le moment viendra. Nana n'en est pas si sûre car elle ne se pense pas aussi forte qu'Anna, mais Anna lui dit qu'elle n'est pas aussi forte que Nana le pense. Jusqu'à récemment, elle avait perdu tout espoir et attendait simplement la mort, mais ensuite elle a trouvé une raison de continuer à vivre. Elle est sûre que Nana trouvera un jour une raison similaire pour l'aider à tenir le coup. Juste à ce moment-là, Carter arrive en courant dans l'atelier et dit à Nana que Roland demande son aide car apparemment un mineur a été gravement échaudé. Roland ne sait pas comment cela a pu arriver car il a été très clair sur les instructions pour l'utilisation sécuritaire de la machine à vapeur, mais Baroff explique que l'un des mineurs utilisant la machine n'a pas respecté le protocole de sécurité approprié, s'assurer que la zone était dégagée avant de relâcher la vapeur. En conséquence, un autre mineur a fini avec de graves brûlures sur tout le corps. Dans son état, Baroff craint que l'homme ne tienne pas une autre nuit, mais c'est pourquoi Roland a demandé qu'on appelle Nana, afin qu'elle puisse le soigner. Baroff a essayé de mettre Roland en garde contre de telles actions car, bien que cela ait pu être acceptable avec Brian puisqu'il est loyal et ne révélerait jamais le secret, ces mineurs ne sont que des gens ordinaires, ils pourraient donc finir par le signaler à l'église. Roland comprend que c'est effectivement un risque, mais les gens allaient de toute façon l'apprendre tôt ou tard, alors maintenant est aussi bon moment qu'un autre. Le plus important est de s'assurer que les gens ne finissent pas par craindre les machines à cause de cet accident, car cela ruinerait tout le travail acharné que Roland a investi dans l'industrialisation. À l'intérieur de la pièce, le mineur est soigné par plusieurs servantes, mais le mieux qu'elles puissent faire est de bander ses blessures car les dégâts sont trop graves, et l'homme est clairement en agonie constante. Quelques instants plus tard, Nana arrive, alors Roland l'appelle pour qu'elle vienne aider le mineur. Nana est un peu nerveuse au début, surtout face à l'aspect répugnant des blessures de l'homme, mais Roland la rassure en lui disant que ce n'est pas différent des autres personnes qu'elle a soignées, alors elle se prépare et commence à traiter l'homme. L'énergie verte s'écoule de ses mains sur le corps de l'homme, régénérant progressivement toute la peau fondue jusqu'à ce que son visage redevienne normal. Les autres mineurs présents dans la pièce sont tous choqués car il devient clair que Nana est une sorcière. Mais alors qu'ils commencent à murmurer entre eux, Brian entre et leur ferme le bec pour leur esprit si étroit. Après tout, Nana vient de sauver la vie de cet homme. Pourtant, ils sont toujours si désireux de la persécuter simplement parce qu'elle est une sorcière. Même si aucun d'entre eux n'a réellement jamais souffert entre les mains de sorcières. Les mineurs commencent tous à réaliser que Brian a raison, mais la peur d'être dénoncée comme sorcière atteint Nana, et elle finit par s'enfuir de la pièce. Anna court après Nana, et Roland veut aussi aller la chercher. Mais juste à ce moment-là, on l'informe que le père de Nana, le baron Pin, est ici pour la chercher, et il semble qu'il sache déjà qu'elle est une sorcière. Roland craint qu'il n'essaie de la livrer à l'église. Il rencontre plus tard Pin dans la salle du trône et tente de le saluer, mais Pin coupe Roland la parole et exige immédiatement que Roland lui rende sa fille. Baroff rappelle à Pin qu'il parle toujours à un prince, donc il ne devrait pas être impoli, mais Pin n'a pas de patience pour les bavardages. Il dégaine à nouveau son épée, exigeant que Roland lui rende sa fille. Roland essaie de raisonner Pin et lui demande de baisser son épée, mais Pin se jette immédiatement sur lui, et Carter est forcé d'intervenir pour le défendre. Carter et Pin échangent quelques coups d'épée, et Roland tente à nouveau de demander à Pin d'arrêter car aucun père ne devrait être prêt à laisser exécuter sa fille simplement parce qu'elle est une sorcière. Mais au même moment, Pin crie qu'il ne laissera jamais Roland livrer sa fille à l'église. Alors qu'ils entendent tous deux ce que l'autre a dit, ils réalisent qu'ils disent à peu près la même chose. Alors, Pin range son épée et dit qu'il est maintenant prêt à écouter. Il s'excuse d'avoir été si impatient plus tôt, mais il est venu ici croyant que Roland avait découvert que Nana était une sorcière et l'avait arrêté à cause de cela. Il répète qu'il est vraiment désolé d'avoir attaqué Roland sans raison, mais Roland lui dit que ce n'est rien car ce n'était que le résultat d'un malentendu. Un peu plus tard,
Anna amène Nana rejoindre Roland et les autres dans la salle du trône. Quand son père voit qu'elle va vraiment parfaitement bien, il l'appelle pour un câlin, mais Nana hésite un peu. Elle lui demande s'il ne va vraiment pas la livrer à l'église maintenant qu'il sait qu'elle est une sorcière, mais Pin dit qu'il n'y songerait même jamais. Entendre son père dire cela rassure Nana, alors elle court dans ses bras. Ensuite, ils se rendent tous à la salle à manger pour pouvoir discuter correctement de tout ce qui s'est passé. Roland lui explique que Van Bay a été la première personne à découvrir que Nana était une sorcière, et craignant ce qui arriverait si elle était découverte, Van Bay a amené Nana à Roland pour qu'il puisse la protéger. Pin est soulagé d'entendre cela, mais Roland est aussi un peu curieux de savoir comment Pin a réussi à découvrir que Nana était une sorcière, puisqu'elle ne le lui a jamais dit. Pin explique qu'un jour, Nana est tombée sur un chat errant dont la patte avait été brisée par une calèche. Normalement, un tel chat ne pourrait plus jamais marcher. Cependant, après que Nana l'a tenu quelques secondes, soudainement il a pu courir et sauter normalement à nouveau. Puisque Pin semble parfaitement accepter que Nana soit une sorcière et c'est que Roland prend bien soin d'elle ici, Roland demande s'il est prêt à la laisser rester à Villefrontière, car son aide serait très utile pendant les mois des démons. Cependant, Pin s'excuse et refuse la demande de Roland. Bien qu'il sache que Nana est en sécurité entre les mains de Roland, tout le monde à Villefrontière ne partage pas ses vues. Si les habitants apprenaient que Nana est une sorcière et le signalaient à l'église, même Roland pourrait ne pas pouvoir les arrêter. Juste à ce moment-là, Carter entre dans la salle à manger, disant à Roland que le mineur sauvé par Nana tout à l'heure aimerait la voir car il a quelque chose à lui dire. Roland permet à l'homme d'entrer, et dès qu'il voit Nana, il tombe à genoux et commence à la remercier d'avoir sauvé sa vie. Nana est gênée par une démonstration de gratitude aussi sincère, mais l'homme continue en disant qu'il ne croit plus ce que l'Église dit sur les sorcières étant mauvaise. Pour autant qu'il sache, Nana est une déesse. Nana lui dit qu'il n'est pas nécessaire de la remercier car elle est simplement contente d'avoir pu aider, et l'homme n'a jamais connu une telle bonté auparavant, il est donc ému aux larmes, tout comme Anna et Pin. Plus tard, Roland et Pin se promènent dans la cour, et Roland se souvient avoir entendu dire que la famille de Pin était devenue noble après que son père ait combattu héroïquement des bêtes démoniaques qui avaient attaqué la forteresse. Pin se souvient bien de ce jour car, même s'il n'était qu'un adolescent à l'époque, il a combattu aux côtés de son père pour arrêter ces bêtes. Puisque l'esprit de chevalerie coule encore clairement en lui, Roland demande à Pin de l'aider à combattre et à défendre Villefrontière contre les bêtes démoniaques. Pin est ouvert à l'idée d'aider Roland à combattre, mais il demande s'il peut au moins renvoyer Nana à la forteresse d'abord, car il ne veut pas qu'elle soit en danger s'ils échouent à défendre Villefrontière. Roland comprend l'inquiétude de Pin pour la sécurité de Nana, mais lui demande s'il a réfléchi à ce qui arriverait si Nana était découverte comme sorcière dans la forteresse. Comme il a déjà vu, les habitants de Villefrontière voient déjà Nana comme un ange gardien malgré le fait qu'elle soit une sorcière, mais on ne peut pas en dire autant de la forteresse. En fait, Villefrontière est l'endroit le plus sûr pour Nana. Dans l'éventualité où il ne parviendrait pas à repousser les bêtes démoniaques, Roland promet de faire en sorte que Nana soit la première à être évacuée. Pin réalise que Roland a raison, alors il accepte de se battre pour lui tout en jurant allégeance à Roland. Au cours des jours suivants, les préparatifs pour la bataille se poursuivent jusqu'à ce que les premiers flocons de neige commencent à tomber, signalant le début des mois des démons. C'était la fin de l'épisode 9. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.